Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être ici donc, pour cette conférence organisée par la CAPEB où on va parler justement du rôle de l'artisan et du patrimoine bâti. Vous savez que c'est très important, son rôle dans la rénovation du patrimoine bâti. L'artisan, c'est en quelque sorte la pierre angulaire justement donc, de cette réussite du chantier. Il est là pour apporter son savoir-faire, son conseil, son expertise, son innovation aussi évidemment. Et justement pour en parler, eh bien, on a deux experts qui sont ici avec nous. Donc Éric Le DVA, qui est président des métiers de la pierre de la CAPEB, porteur du dossier patrimoine, et Christophe Bélanger, artisan électricien, qui fait aussi partie du groupe patrimoine de la CAPEB et qui est également administrateur. Voilà. Alors, on a eu également la chance de recevoir hier la nouvelle ministre déléguée à la ruralité, au commerce, à l'artisanat, qui est Françoise Gatel. Elle était hier ici donc à Batimat et on lui a posé justement quelques questions sur ce rôle de l'artisan par rapport à ce patrimoine bâti, sur la mise en relation justement des artisans avec les autres acteurs de ce marché du patrimoine, qui est très important aujourd'hui. Cette collaboration, elle doit se mettre en place. Il faut également sensibiliser bien sûr le grand public et puis bien sûr donc voir comment cette rénovation du patrimoine, elle s'intègre justement plus largement encore dans la rénovation du bâti. Alors je propose qu'on écoute justement la ministre qui était hier sur le stand ici même donc à Batimat. Et voilà, c'est parti. Je pense qu'il faut arriver, comme vous le dites, à fédérer et rassembler toutes les énergies. Donc naturellement, il y a les chambres des métiers, il y a un certain nombre d'acteurs, et puis il y a surtout les intercommunalités et les associations d'élus locaux qui doivent pouvoir développer une synergie avec nous de manière positive, parce que ce sont aussi des emplois pour nos territoires, y compris ruraux. Je pense qu'il faut cultiver ce qu'on appelle l'allée verte. Je pense qu'il y a dans beaucoup de territoires les salons de l'artisanat où les acteurs locaux sont présents, expliquent, conseillent. Il faut aussi accueillir des jeunes qui découvrent les métiers et qui contribuent à propager des messages très positifs. Et vous voyez l'expérience qu'on a vécue tout à l'heure en rentrant dans cette bulle où concrètement on voyait ce qu'était le réchauffement climatique. Je pense que si on peut démultiplier ça dans les territoires, nos concitoyens vont plus facilement comprendre que c'est un vrai métier très professionnel de faire évoluer nos infrastructures, nos maisons, et donc ils vont prendre conscience de la nécessité d'avoir recours à des vrais professionnels qui vont les accompagner et les conseiller. Je pense qu'on a aujourd'hui une histoire de France qui nous a donné des pépites de patrimoine bâti, à la fois classé au monument historique, mais ce qu'on appelle le petit patrimoine, c'est-à-dire des bourgs dans la Creuse, des maisons à Ouessant, et que tout ça, c'est à la fois l'identité, mais aussi la culture, et c'est anticipateur du développement durable. Puisque, autrefois, en quelque sorte, les gens construisaient avec des matériaux locaux, ils prenaient en compte le climat, selon que vous étiez à la montagne ou à la mer, votre configuration de maison était différente. Et donc, il y a un véritable intérêt en développement durable et en transition écologique de ce bâti. Il faut qu'on accompagne avec les professionnels d'une manière performante et juste la rénovation et l'adaptation de ce patrimoine, parce que c'est l'identité de nos territoires. Il ne faut pas oublier que le tourisme en France, c'est non seulement les grandes capitales, mais on a aujourd'hui un tourisme très positif dans nos territoires ruraux, des gens qui viennent chercher autre chose, et le patrimoine fait partie de ce que l'on trouve et de ce que l'on recherche. Donc vous voyez, tout est dans tout, et il faut qu'on soit très vertueux. Voilà, tout est dans tout. En tout cas, on voit que la ministre s'intéresse à ce sujet, la nouvelle ministre, donc Françoise Gatel. Alors, vous pourrez bien sûr poser vos questions tout à l'heure à la fin de l'échange. N'hésitez pas, on fera circuler un micro. Puis, je ne me suis pas présentée. Moi, je suis journaliste économique sur LCI. Je m'appelle Isabelle Gounin-Lévy. Alors, on va tout de suite démarrer peut-être avec les définitions, parce que finalement, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de patrimoine bâti, quand on parle justement de monuments historiques, également quand on parle du patrimoine vernaculaire, c'est quelque chose qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'entendre. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre expertise, Éric, Christophe, sur ces définitions? Peut-être Éric va nous répondre.
Oui, bonjour. Donc, nous, le dossier patrimoine à la CAPEB, on a décidé de l'englober, de le prendre dans sa globalité sur tout ce qui est bâti ancien. Mais pour autant, il existe effectivement des différences dans ce secteur patrimonial qui va depuis des bâtiments qui sont protégés, soit au titre de ce qu'on appelle l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou classés monuments historiques. Donc ça, c'est des bâtiments qui appartiennent à des particuliers ou à l'État ou à des collectivités territoriales et qui ont des mesures particulières d'accompagnement. Mais nous, on couvre un champ beaucoup plus large. Et c'est vrai que on a l'habitude de dire que avant 1948, c'est du patrimoine. Et après 1948, on l'exclut du monde patrimonial, alors que nous, on a été au-delà de ça. On ne s'arrête pas à cette date fatidique, mais plutôt l'intérêt du bâti lui-même, donc ce qu'on appelle, nous, plus généralement, le bâti ancien, qui groupe donc l'ensemble du bâtiment, qui présente un caractère patrimonial et sur lequel on essaie d'intervenir avec les spécificités à la fois du bâtiment lui-même, de la région et des modes constructifs, etc., qu'on verra plus tard. Christophe, un mot sur les définitions ? Oui, le patrimoine, ce n'est pas uniquement les maisons, les châteaux qui datent de plusieurs siècles. Éric le disait, des belles maisons des années 60 qui ont besoin de rénovation, qui sont dans un village, dans une ville, et qu'il faut rénover. Il faut qu'on puisse les rénover suivant le style du village, de la ville. Et tout en gardant et tout en y mettant la nouvelle technicité et les nouveaux matériaux. Voilà, c'est toute l'ambition qu'on s'est donnée de ne pas classifier le patrimoine sur les très vieux bâtiments, mais le patrimoine sur une rénovation plus générale de bâtiments qui vaillent le coup parce qu'elles ont leur spécificité et leur attrait dans les villes et les villages. La ministre a parlé du tourisme de ruralité. De Ouessant, c'est ça, voilà, du touriste qui est intéressé de voir des belles choses, quoi. On le voit aujourd'hui, ces monuments-là vieillissent et c'est normal. Essayons tout l'enjeu, c'est de les rénover à l'ancienne, mais tout en mettant de la modernité. Effectivement, donc on a un chiffre, donc c'est une source INSEE, conditions de logement en France. Plus de 50% des logements bâtis datent d'avant 1974. Donc effectivement, on voit qu'il y a finalement matière. Alors, une fois qu'on a vu les définitions, on va prendre finalement tout le chantier dans son ensemble, en commençant bien sûr par l'état des lieux, parce que quand on démarre un chantier, il faut avoir justement votre expertise pour faire cet état des lieux. Et là-dessus, on sait que l'artisan, il a justement une bonne analyse de ce bâti concerné. Oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose de particulier à la restauration du bâti ancien. On n'est pas dans l'acte de construire, différemment à la construction neuve. Et le premier travail qui nous intéresse, c'est effectivement de faire l'état des lieux et donc le diagnostic. Et ce diagnostic, il est fait en fonction des marchés qui sont passés, soit avec une équipe projet de maîtrise d'œuvre, voire des bureaux d'études, et l'artisan, ou des fois simplement par l'artisan. Donc c'est la première approche qu'on doit avoir quand on arrive sur un chantier, c'est ce coup d'œil qui permet de définir les modes constructifs, les matériaux utilisés, les pathologies et les soucis s'il y en a, les incidences d'une transformation quand on est dans un acte de rénovation ou de réhabilitation. Donc ça, c'est la première approche qu'on doit avoir avant de commencer quoi que ce soit d'autre et de passer à une phase exécution ou même étude plus précise. Christophe, alors votre avis là-dessus, justement, sur cette analyse quand on va démarrer le chantier ? Nous c'est clair aussi, ce fameux diagnostic donc, dans les métiers de seconde œuvre dont je fais partie, et notamment l'électricité, c'est de savoir d'abord auprès du client, si c'est un client particulier ou de l'architecte sur une rénovation globale, quel corps de métier va travailler, quels travaux exactement vont être faits, afin que nous, on puisse aussi faire nos diagnostics sur les passages. Aujourd'hui, si on parle de seconde œuvre, de plomberie, chauffage, électricité, on ne sait pas faire sans passer un tuyau ou des canalisations. Donc, c'est important d'avoir une vue d'ensemble des travaux à réaliser, des parties qui seront sans doute un petit peu moins nobles dans le bâtiment pour pouvoir y mettre
une chaufferie, un tableau électrique, voilà. Et puis après, cogiter, savoir si on va pouvoir passer par le sol, par les plafonds, voilà. C'est le diagnostic avant. On a un diagnostic à faire quelquefois sur plan avant de faire notre devis, et après à la réalisation, au début de la réalisation, avec l'architecte s'il y en a un, et au moins les autres corps de métier pour se mettre à corps et travailler en collaboration ensemble. Justement, alors vous disiez, après on va cogiter, donc on va apporter le conseil finalement, et c'est là que l'artisan peut apporter son conseil en amont. Alors une fois qu'il a fait justement donc finalement cette analyse du chantier, et puis il va pouvoir finalement commencer à travailler avec les autres acteurs qui sont présents. Donc ça c'est très important aussi, notamment avec les architectes des bâtiments de France, et on sait que l'association elle est importante justement. Il faut travailler en bonne intelligence, quoi. Oui, tout à fait. Effectivement, sur le bâti ancien, on a cette première approche de conseil, parce que, enfin, par expérience, tout est dans le projet, quoi. Si le projet est bien mené avec une interaction des différents acteurs, qui peut se limiter à 2 quand c'est entreprise, maître d'ouvrage, ou à plus s'il y a d'autres intervenants, mais c'est vraiment, je dirais, c'est la clé pour avoir une bonne réalisation au bout du compte, quoi. Donc, à partir de là, nous, en tant qu'artisans, on doit apporter notre expertise métier, notre expertise là où elle est vraiment la plus nécessaire, c'est-à-dire que chacun a sa connaissance dans le projet. Et si les acteurs, les autres acteurs apportent leur expertise, il faut qu'on apporte la nôtre dans le détail, dans ce que c'est que... Donc, pour illustrer, vraiment, c'est des gestes métiers, quoi, hein. C'est des gestes métiers qui sont importants dans le gros œuvre et dans le second œuvre, peut-être différemment d'ailleurs dans les deux parties. Et dès le départ, effectivement, il faut s'associer, hein, puisque c'est aussi la question, le plus en amont possible. Donc, soit dans la phase projet quand c'est possible, donc en marché privé, c'est plus facile. En marché public, on a quand même ces difficultés-là, mais je crois que tu en parleras après. Et même avec tout le système réglementaire, c'est-à-dire qu'on parlait des ABF, s'il y a un projet qui est porté et qu'il peut y avoir... Donc ABF, c'est Architecte des Bâtiments de France. Oui, Architecte des Bâtiments de France. Si le projet est porté et doit avoir l'aval d'un architecte des Bâtiments de France ou de leur service, c'est bien de prendre le contact le plus tôt possible pour qu'on soit calé sur les modes opératoires à mettre en œuvre, les matériaux et le sens même du projet, hein. Et pour vous, Christophe, comment ça se passe justement ? Eric l'a évoqué, il y a 2 cas de figure, les marchés privés et les marchés publics. Marché public, lorsqu'on répond à un appel d'offres avec un descriptif des produits, nous en électricité, et notamment en électricité, on travaille avec des produits finis, contrairement à mon collègue qui va travailler la pierre et la rendre belle. Oui, vous ne produisez rien finalement. Nous on produit, on raccorde, on pose, la belle on passe. Lumière, voilà, c'est important aussi, hein, parce que la lumière, ça fait vraiment tout dans un monument. Enfin, ça le met en valeur. C'est très important. On met en valeur le travail qui a été fait. Vous êtes complémentaires finalement. On est très complémentaires, mais quelquefois on répond sur un descriptif et puis on s'aperçoit avec l'architecte ou même le client que ce qui avait été prévu, en fait, on doit pouvoir faire mieux. Donc c'est pour ça, nous, on travaille beaucoup, notamment en éclairage, vous en parliez tout de suite. On apporte des échantillons et on fait des essais. Parce que ce qui peut être prévu au départ, moi j'ai eu des chantiers d'éclairer, par exemple, un concept de cathédrale, eh bien, ce qui avait été prévu au départ par le bureau d'études d'électricité, pourtant, le matériel ne le contenait pas, parce qu'on s'en est rendu compte au niveau des essais. Donc nous c'est très important. Alors là, il faut repasser une commande dans ces cas-là, il faut tout refaire ? On ne repasse pas une commande parce que l'échantillon, heureusement, on n'a pas la palette d'éclairage, on ne l'a pas commandé avant, avant d'avoir fait l'essai. On en a commandé un et l'essai n'est pas concluant, donc on recherche un autre produit pour satisfaire, et quelquefois c'est 1, 2 et 3 essais. Et c'est vrai, alors la ministre le disait tout à l'heure dans son expression, elle disait il faut absolument associer l'artisan dès le début avec les intercommunalités, les autres collectivités locales. Et il faut surtout être associé, on l'a déjà dit, mais c'est important de le redire, en amont finalement. Il ne faut pas arriver quand on va commencer l'exécution du projet.
Oui, oui, tout à fait. En fait, elle a évidemment ce regard de maîtrise d'ouvrage public, puisqu'elle a un passé là. Et effectivement, il faut qu'on crée en fait, voilà. Sur le patrimoine protégé, les règles sont relativement claires et connues de tous les acteurs. Nous, on vise au-delà du patrimoine protégé, et notamment, il y a des enjeux d'habitat qui sont liés au patrimoine, hein, puisque le patrimoine, c'est aussi des maisons à vivre, hein, enfin de l'habitat à vivre. Et il faut que ce cadre s'étende justement sur là où il y a pas les règles ne sont pas forcément les mêmes et pas bien définies. Et je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble, nous les artisans et tous les acteurs pour créer un espèce d'esprit de filière. On est dans un bâtiment, on est dans un salon du bâtiment où tout le monde est représenté, et créer cet esprit de filière, c'est-à-dire qu'on ait les règles minimum acceptées par tout le monde. Et ça, il faut vraiment qu'on travaille ensemble là-dessus pour éviter au départ d'un projet de partir dans le mauvais sens et après d'avoir des difficultés à emmener le projet au bout. Il est clair que la communication entre entreprises, elle est, et ça c'est la palisse, elle est certainement plus facile si on est un groupe d'artisans qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui ont l'habitude de faire des réalisations un petit peu similaires ensemble. C'est pas toujours le cas lorsque c'est un appel d'offres, où là, voilà, il y a un électricien angevin, peut-être un tailleur de pierre nantais, voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, et sur les gros chantiers, les architectes ou les maîtres d'œuvre savent faire le travail, c'est de se réunir et puis de pointer toutes les difficultés que les uns et les autres pourront avoir et les facilités qui peuvent permettre de réaliser le chantier en temps, en heure et un chantier bien fait. Alors justement, un chantier bien fait, c'est un chantier aussi, il y a pas mal de contraintes. Alors on a parlé de votre analyse du chantier, donc du conseil que vous apportez, du fait d'être finalement donc relativement tôt dans le projet, d'être associé au projet en amont, on va dire, parce qu'après, finalement, pour le chantier, il faut aussi le réaliser avec les exigences d'aujourd'hui, c'est-à-dire les normes d'aujourd'hui, avec l'accessibilité d'aujourd'hui, avec voir aussi les impératifs, bon, évidemment, donc de coût, et puis les impératifs de durabilité aussi, puisque finalement, aujourd'hui, on rentre dans ce processus aussi d'économie d'énergie, de matériaux biosourcés. Enfin, il y a finalement de nouvelles exigences qui s'imposent à vous aussi. Alors ça, c'est une notion que je dirais qui n'est pas nouvelle, mais qui est quand même en pleine évolution. C'est-à-dire que il y a passé un temps, on rénovait, on restaurait par rapport au bâti lui-même, et on prend maintenant conscience des usagers, des usages, et évidemment du contexte général, ce qui apporte une forme de modernité à nos travaux. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, alors il faut répondre à la réglementation, ça c'était bien évident, hein. S'il y a besoin d'accessibilité, il faut le rendre accessible, etc. Mais du coup, on ne raisonne plus que par le bâti lui-même, et ça nous complique, mais ça rend plus intéressant le travail également, puisqu'il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est effectivement que ce bâtiment, il ne vit pas que pour lui-même, mais il vit avec les gens qui vont être dedans, avec la façon dont il va être utilisé, et c'est vraiment une nouvelle dimension qui est quand même en évolution, et il y a une nouvelle prise de conscience, oui. Il est clair que... Voilà, je crois que c'est le micro de Christophe, non? C'est votre micro qui a... Bon alors, allez-y. Il est clair que les réglementations, notamment thermiques, dans le bâtiment ancien, peuvent être quelquefois compliquées lorsqu'on a des murs classés, l'isolation extérieure sur des façades qui sont très belles. On va éviter l'ITE. Mais il faut, dans la mesure du possible, essayer de... Ça vous est arrivé justement d'avoir comme ça des cas compliqués? Vous avez peut-être un exemple à nous donner? Oui, j'ai refait dernièrement une pièce, notamment avec des peintures du XVe siècle dans un manoir, une pièce en rez-de-chaussée. Naturellement, on n'allait pas mettre une cloison, enfin un doublage placo devant ces belles peintures du 15e. Donc, on essaye d'isoler entre poutres. Il y a une isolation au plafond. Ils ont démonté tout le parquet. Il y a une isolation au sol. On a fait le maximum de ce qu'on pouvait faire sans détériorer le logement. Après, il a fallu, dans mon lot,
trouver aussi des passages et de l'appareillage qui puissent convenir. Là, en outre, on était chapeauté par l'ABF. Donc, lui présenter les l'architecte, donc le fameux architecte des bâtiments de France. Architecte des bâtiments de France, lui présenter de l'appareillage qui puisse convenir. On a passé tout en apparent, mais pas vulgairement, des câbles agrafés. Il a fallu trouver des fourreaux. Voilà, c'est une recherche, mais c'est aussi ce qui est intéressant dans nos métiers, c'est de faire des travaux qui sortent de l'ordinaire. C'est le challenge à chaque fois, c'est pareil pour vous, j'imagine, Eric? Oui, alors sur les métiers du gros œuvre, on est quand même un petit peu plus contraint et on est plus sur une réalisation, on va dire, à l'identique. Donc on est plus dans la reproduction, on apporte assez peu de modifications, sauf si le client veut vraiment des spécificités sur son bâtiment, mais on est quand même plus sur le respect de ce qui a déjà été fait. Donc on est plutôt dans une forme de copie de l'existant, quoi. Et c'est important justement de rester dans ce respect du bâti, parce que par exemple s'il y a, je sais pas, des ornements, des ornements des façades par exemple qu'il faut respecter, il faut faire aussi attention à l'humidité. Enfin, vous en parliez avec tout ce qui concerne l'isolation. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, et vous le dites, vous êtes quand même parfois assez contraint. Oui, tout à fait. Alors, on a deux enjeux. On a l'enjeu, je dirais, culturel du bâti. La ministre en parlait, avec tout son intérêt historique et touristique, mais pas seulement touristique. C'est nos paysages, c'est nos paysages qu'on vit nous-mêmes dans nos territoires. C'est aussi le patrimoine qui permet d'avoir du tourisme aussi. Alors il y a une économie du tourisme derrière, mais je pense que moi qui vis dans mon territoire, j'ai aussi envie d'avoir des bâtis qui ressemblent à ce que j'ai envie de voir, quoi, et qui font l'identité du territoire. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu, je dirais, technique, c'est-à-dire ça va être par exemple la combinaison de matériaux compatibles, ça va être le choix des matériaux avec la dimension économique qu'il faut intégrer également, parce que quand on parle patrimoine, il faut pas s'imaginer qu'on est que dans des bâtiments emblématiques sur lesquels il y a de l'argent sans compter. C'est loin d'être ça. On a des contraintes de marché comme ailleurs. Il y a beaucoup de contraintes justement de coûts pour le choix des matériaux, pour le sourcing. C'est parfois difficile, non ? C'est peut-être une approche un peu différente de la construction. Je ne dirais pas que c'est difficile, parce qu'après, faire l'évaluation du coût du bâti et du coût, par exemple, de l'entretien du bâti, etc., souvent, on s'arrête un petit peu au premier chiffre de coût de travaux, mais si on se projette un peu dans le temps, il y a aussi des économies qui peuvent être faites par ailleurs. Pour vous aussi, Christophe, donc le choix des matériaux, évidemment, c'est très important. Est-ce que vous trouvez assez de matériaux finalement en France, ou vous êtes obligé d'aller chercher aussi à l'étranger, sans aller trop loin quand même ? On passe beaucoup de temps chez nos fournisseurs à trouver le matériel. Dernièrement, je vous parlais de l'appareillage que j'ai trouvé. Il vient d'Espagne, mais bon, on reste en Europe quand même. Alors c'est quoi comme appareillage justement ? C'était justement de l'appareillage, ce que vous avez, pour les plus anciens, peut-être avez connu dans les maisons de vos grands-parents, ce qui ressemblait à de l'interrupteur en porcelaine qui faisait clic-clac. Voilà, aujourd'hui, il faut les trouver avec une couleur bien particulière que nous imposait aussi l'ABF. Mais bon, en cherchant, on trouve. Si je reprends ce que disait Eric sur le plan économique, c'est toujours plus, je ne vais pas dire difficile, compliqué, mais ça prend toujours un peu plus de temps quand on sait que nous, on travaille. Notre activité, c'est 60% de coûts de main-d'œuvre. Toi, c'est encore plus. Pour réaliser une installation dans le bâti ancien, et encore plus dans le bâtiment classé, on va passer plus de temps. Donc, économiquement, c'est clair qu'il y a un coût par rapport à une rénovation globale où tu peux cacher tout derrière le placo, ça c'est clair. Mais on y arrive. Moi, juste pour ajouter... Oui, Eric, bien sûr. Oui. En fait, on est quand même dans une logique de cohérence, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille sur du bâti ancien. Donc, chaque fois qu'on peut, on utilisera des matériaux locaux. Donc, c'est assez facile, on va dire, sur la pierre, puisque ça me concerne. Assez facile quand les carrières existent encore. C'est un peu moins évident sur les bois. Il y a des bois locaux, mais c'est pas toujours disponible. Enfin, il y a des questions de disponibilité. Mais c'est vrai qu'on recherche quand même
naturellement, je dirais. Hein, c'est même pas, voilà, on cherche au plus simple. Les sables, par exemple, en général, même le réseau de fourniture des sables va jamais chercher le sable à 500 km parce que c'est une incohérence économique, quoi. Donc à chaque fois qu'on peut, et après, on va chercher le matériau le plus adapté au projet. Donc effectivement, il n'est pas forcément purement local, mais on essaye d'être le plus dans cette logique-là possible, quand même. Donc local, circuit court, voilà, c'est ce que vous essayez en tout cas de privilégier à chaque fois. Et puis alors évidemment, donc on a parlé de votre rôle d'expertise, de votre rôle de conseil, d'accompagnement. Et il y a aussi quelque chose qui est hyper important, c'est le côté innovation que vous pouvez aussi apporter par rapport au chantier, justement avec l'utilisation de matériaux parfois anciens qu'on remet au goût du jour. Comment ça se passe ? Oui, c'est vrai que cette notion d'innovation, on en parle souvent dans le bâtiment et depuis quelques années, et on peut l'aborder de plusieurs façons. Hein. C'est parfois l'outil lui-même qui est innovant, et on pense souvent à l'outil numérique, et ça éventuellement tu nous donneras des exemples, qui est effectivement une innovation sur notre façon de travailler, mais c'est aussi parfois, moi je trouve que ça peut être intéressant dans le patrimoine de réutiliser ce qui existe déjà, de réutiliser des techniques, des modes constructifs qui peuvent avoir disparu, et de voir comment on peut les utiliser dans un projet d'aujourd'hui. Alors ça peut paraître un peu, je dirais, anachronique de dire que c'est innovant, mais pour moi c'est de l'innovation puisque ça avait disparu. On retrouve l'intérêt de quelque chose qui a disparu et qui répond à une demande d'aujourd'hui. C'est ça qui est innovant, c'est qu'en fait on n'invente rien peut-être, mais on répond à une demande avec quelque chose qui existait, qui était plus d'actualité. Par exemple, vous avez peut-être des exemples à nous donner pour que ce soit plus concret ? Moi, j'en ai dans mon domaine, mais aujourd'hui, avec la domotique, les objets connectés, sur une difficulté de passage, par exemple, de faire un va-et-vient, hein, d'allumer de là-bas et de là-bas, on peut travailler en radio. Ça veut dire pas de fil à passer entre le point de centre. Là, on n'abîme pas les murs. Voilà, ça c'est une innovation technologique et tout. Et puis, au préalable, lorsqu'on présente le projet au client, qu'il soit public ou privé, on a aujourd'hui des logiciels qui peuvent... on refait les pièces, les plans, les façades éclairées pour que le client... il voit ce que vraiment ça va donner. Alors, avec la difficulté, même si on choisit le bon logiciel et le bon matériel, le rendu, on peut se rendre compte que c'est trop fort, pas assez fort, l'angle n'est pas assez... et là, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'échantillons, mais déjà, le client a déjà une super idée du projet final qu'il aura chez lui. En exemple je dirais de savoir-faire traditionnels qui peuvent être utilisés au-delà justement du patrimoine pur. Moi, je parlerai par exemple des assemblages. Les assemblages que ce soit en pierre, les techniques d'assemblage de pierre, de bois, d'acier. Certains ne sont plus utilisés pour des raisons voilà, que l'histoire a fait que c'était comme ça. Et on peut en réutilisant ces assemblages-là, retrouver des choses simples et pas forcément plus coûteuses, et qui finalement répondent complètement aux besoins d'aujourd'hui et qui rentrent dans certains enjeux je dirais, de décarbonation ou enfin, des choses. Il faudrait creuser évidemment, hein, mais pour moi, je le pratique. Il y a quand même des choses simples qui se faisaient avant dans les assemblages de matériaux qui aujourd'hui retrouvent un petit peu justement une nouveauté. Ou des matériaux anciens qui ont à nouveau le vent en poupe. Par exemple, il y a des écoles qui sont réalisées aujourd'hui en terre crue, et ça, c'est quelque chose qui revient. Oui, tout à fait. Oui. Il y a effectivement des expériences enfin, c'est plus de l'expérience. Hein. Il y a vraiment des gens c'est vraiment un marché qui existe, alors qu'il reste un marché relativement modeste par rapport à l'ensemble du marché du bâtiment, bien évidemment. Mais effectivement, il y a des expériences qui sont menées avec des résultats tout à fait satisfaisants et qui font tâche, puisqu'on le retrouve maintenant sur l'ensemble du territoire. Alors un mot peut-être pour conclure avant de vous passer la parole, hein, j'espère que vous avez des questions. Sur la formation que la CAPEB a mis en place, justement, c'est une formation CIP Patrimoine, donc le certificat d'identité professionnelle mention patrimoine. En quoi ça consiste exactement, justement ? Donc CIP Patrimoine, oui, c'est une marque CAPEB. Ça consiste à une formation de 2 jours et demi à 3 jours pour
apprendre l'histoire de l'art un petit peu, ce que c'est que le bâti, rencontrer les collègues lorsqu'on est en formation, rencontrer le tailleur de pierre, le plombier, l'électricien, le staffeur. Voilà, c'est déjà une chose. Et puis, bon, on relance la marque parce que CIP Patrimoine, il existe déjà depuis plus de 20 ans. Là, on se remet dedans. On espère faire beaucoup d'adhésion sur ce CIP-là parce que c'est quelque chose qui est valorisant, je trouve, pour un artisan. C'est un travail qui change de l'ordinaire. Et puis sur cette formation de 2 jours et demi ou 3 jours, la dernière journée, justement, elle est exclusivement réservée à comment monter son dossier lorsqu'on veut rentrer dans ce processus. Donc voilà, les CAPEB départementales aideront l'artisan qui s'engageront sur le CIP. Et puis on espère avoir beaucoup de succès sur cette action. Éric, un mot justement alors sur ce CIP. Du coup, Christophe a tout dit. Hein. Il y a effectivement un objectif de montée en compétence des artisans qui s'engagent dans cette démarche-là. Compétences peut-être pas sur leur métier à proprement parler, mais ça peut être au moins une compétence de transversalité entre les différents métiers. Il y a aussi un objectif d'identification vis-à-vis du public, hein, c'est-à-dire que le CIP a quand même il faut qu'on le fasse monter justement en termes de reconnaissance pour les artisans. Et voilà, c'est déjà et aussi effectivement cette fonction dont a parlé Christophe de réseautage. Effectivement, quand on est entre nous, ça permet aussi d'avoir un partage d'expérience, de choses qui nous intéressent, qui nous permettent de progresser dans nos entreprises. Ouais. Oui. Il y a une autre formation. Oui, pardon. Excusez-moi. Christophe. Pour rajouter ce que disait Eric, le CIP est aussi une marque qui est reconnue par les services, par les marchés publics. C'est l'équivalent. Presque l'équivalence à une qualification. Et justement, vous vouliez aussi nous parler, je crois, Eric, d'une autre qualification, donc le diplôme universitaire, c'est ça, hein? Ça c'est une autre démarche portée par pas que la CAPEB, mais où la CAPEB est partie prenante très largement. C'est en fait, alors là, on est sur un diplôme universitaire, le DU, on appelle ça le DU Bâtir, un diplôme universitaire Bâtir. Et donc là, c'est des artisans qui s'engagent dans une démarche, pour le coup, très méritante, puisque ça dure 2 ans avec ah oui, c'est pas 2 jours, hein, là, c'est plus long. Non, mais là c'est vraiment une démarche. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui veut vraiment aller plus loin dans son métier et dans l'environnement patrimoine au sens large. Mais il peut faire ça en même temps que son métier ou pas? Ah oui, je pense que quand on s'engage dans une démarche de DU Bâtir, déjà, je pense que et qu'on est artisan, on est déjà bien occupé. Donc je pense que c'est vraiment une démarche personnelle. Mais il se trouve que pour avoir parlé avec les gens qui se sont engagés dans cette démarche-là, c'est vraiment quelque chose qui apporte satisfaction à ceux qui s'y engagent. Merci. Alors j'espère que vous avez des questions maintenant pour nos 2 intervenants. N'hésitez pas, on va vous faire passer. Je crois qu'on a un micro. Ah ben voilà, il est là. Mademoiselle a un micro. Je ne sais pas si vous avez envie de vous lancer, poser une question. Ou alors est-ce qu'on a tout dit? Ah ben voilà, monsieur, merci. Oui, bonjour. De la CAPEB du Morbihan. Je voulais savoir si le CIP est ouvert à tout type d'artisans ou s'il faut avoir un profil déjà un peu type pour peut-être avoir l'œil lorsqu'on débute un chantier pour peut-être l'usage du réemploi des matériaux. À un moment, outre la formation, il faut quand même avoir eu une petite expérience, puisque lorsque tu vas monter ton dossier, on va te demander des photos. Voilà, donc partir de zéro, à mon avis, c'est compliqué. C'est pas une formation pour les novices. Voilà. C'est même pas, on peut pas considérer que c'est qu'une formation. C'est au-delà d'une formation, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il faut avoir des bases métiers et une expérience sur le patrimoine. Après, il y a une montée en compétences, ça c'est indéniable. Mais effectivement, c'est peut-être pas la première chose qu'il faut faire quand on veut faire du patrimoine. Par contre, on peut auprès de ses collègues artisans
intégrer certains marchés et puis apprendre, mais comme l'ensemble des métiers, ça c'est pas propre au patrimoine, hein, on apprend quand même par l'expérience et c'est vrai même au-delà du bâtiment. Donc à chacun de se créer sa propre expérience et arriver à un moment, ça prend du sens de passer un CIP ou un DU. Mais c'est dans un parcours personnel, quoi. Contrairement à quelques qualifications qui puissent exister, il n'y a pas de CIP probatoire. Hein limite. Non, mais voilà, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience, on en a tous fait. Combien d'expérience alors à peu près? C'est pas les années, c'est l'expérience chantier. Je crois aussi que pour parler du CIP particulièrement, c'est rentrer dans une démarche. Donc effectivement, on ne demande pas que des gens hyper qualifiés. Mais on demande des gens qui s'intègrent dans une démarche, qui continueront peut-être à faire du patrimoine et autre chose que du patrimoine. Donc c'est pas forcément l'essentiel de leur marché. Il faut qu'ils rentrent dans la démarche d'aller vers mieux et le CIP va les aider là-dessus. Et après, à eux de continuer leur cheminement dans une expérience d'entreprise et une expérience professionnelle comme on peut le voir ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être, est-ce que vous avez eu toutes les réponses que vous souhaitiez sur ce patrimoine bâti? Ça vous paraît complet? Oui? Pas d'autres questions, a priori, sur les formations, sur les choses comme ça, non? Non, pas forcément. Bah, écoutez, alors je pense que vous avez tout dit. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de conclusion, mais... Moi, j'ai pas prévu un mot de conclusion particulier. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que, puisqu'on a abordé un peu le sujet de la formation, il faut quand même savoir que la formation de base, métier du bâtiment, on la retrouve, ça reste une base pour qu'on soit dans le patrimoine ou pas. Donc, on a de toute façon, de fait, quand on a une formation de tailleur de pierre, maçon, électricien, on a la formation métier. Après, il faut la sensibilité, il faut le regard un peu différent qui est nécessaire dans le patrimoine. Mais la formation métier reste quand même partagée par tous. Et en tout cas, ça donne envie parce que vous parlez de votre métier tous les deux vraiment avec passion et on sent que voilà, il se passe plein de choses sur vos chantiers et je pense qu'on n'a pas s'ennuyer. Merci beaucoup à tous les deux, on peut les applaudir. Merci. Merci.